Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre émission En toute vérité, Dr Diaby Moussa Abdoul Kader. Il est le représentant Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Une organisation qui a été accréditée d'ailleurs par la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire pour observer la présidentielle du 25 octobre dernier. Justement, avec lui, nous allons passer en revue l'organisation de cette présidentielle ici en France, dont le taux de participation finale fait toujours débat dans toutes les chapelles politiques. Docteur Diaby, merci d'avoir accepté notre invitation et on vous lance un vibrant bonjour pour vous accueillir. Merci, M. Augustin Gégé. Merci à tous pour l'invitation. Merci beaucoup. Votre organisation est accusée d'être inféodée au RDR, le parti du président Ouattara. Que répondez-vous directement à vos détracteurs? La réponse, elle est directe et elle est simple. Vous savez, quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec une fracture politique jamais connue dans notre pays, il est tout à fait normal que toute organisation qui se mette en place soit accusée d'être proche d'un bord, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit l'opposition. L'organisation, donc la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne, est une organisation qui est née fin 2013 suite au rassemblement d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont à la fois des ONG, des syndicats, des chefferies traditionnelles, des chefferies religieuses aussi, des autorités religieuses, sont mises ensemble, des syndicats également, qui sont mis ensemble pour essayer de porter la voix en fait de la population, du peuple auprès des gouvernants. Peut-être que notre méthode qui est de dire que nous traduisons autrement les préoccupations de la population sans utiliser les méthodes anciennes qui consistaient à faire une forme de syndicalisme, peut-être que cette façon de traduire correctement, en toute responsabilité, les préoccupations de la population fait débat, je peux le comprendre, mais toujours est-il que nous agissons en toute responsabilité, connaissant bien évidemment les préoccupations de nos concitoyens et que nous essayons de traduire auprès de nos gouvernants. Vous agissez auprès des populations, vous agissez aussi pour les populations. Est-ce que vous avez le sentiment d'être compris depuis la naissance de votre organisation? Le sentiment d'être compris, évidemment. L'organisation, elle est née il y a 2 ans. En 2 ans, nous avons réalisé un certain nombre d'actions, des actions basées en Côte d'Ivoire, notamment dans la mise en place et l'élaboration du plan national de développement 2016-2020, donc le plan qui va conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence lors du prochain mandat. Et pour ce qui est de l'Europe, puisque je suis représentant de la Convention nationale des organisations de la société civile sur le continent européen, nous avons, dès ma nomination au mois de juin dernier, mis en place un certain nombre de coordinations dans plusieurs pays européens. Aujourd'hui, nous avons 6 coordinations en Europe. L'objectif est d'atteindre 10 coordinations. Ces 6 coordinations sont déjà au travail. Nous avons les équipes France qui sont déjà complètes. Nous avons une coordination aujourd'hui en Belgique, donc pour le Benelux. Nous avons une coordination en Suisse, en Espagne, en Italie et en Russie. On continue le déploiement sur l'ensemble du continent européen. Pour ce qui est de la France, après notre lancement fin août, donc l'installation officielle de la coordination en France, nous avons participé activement au débat lors de l'élection présidentielle. Nous avons organisé récemment une rencontre entre les représentants des différents partis politiques qui concouraient en fait pour cette élection présidentielle du dimanche dernier. Leurs représentants sur le continent européen, donc ceux spécifiquement en France, pour un débat citoyen, un débat qui s'est fait devant la communauté ivoirienne, devant la société civile ivoirienne, et ils se sont confrontés à la voix du peuple, ils ont répondu aux questions de la population. Ce que nous voulons faire passer finalement, c'est quoi? C'est que les hommes politiques puissent, dans leur politique et dans leur action, privilégier en fait l'intérêt de la population et écouter la population et leurs revendications. C'est pour ça que nous avons souhaité que ces personnalités-là puissent présenter le programme des candidats qu'ils défendent devant la population. Voici un certain nombre d'actions que nous avons menées. Nous sommes encore en train d'agir parce que nous avons certes une organisation des pôles qui s'occupent des questions de démocratie et de droit, des pôles qui vont s'occuper également des questions de coopération économique entre l'Europe et l'Afrique, et puis des pôles qui vont s'occuper des questions d'éducation, de sciences et de culture. Bien évidemment, ce sont des préoccupations, des propositions que nous ferons aux autorités, et nous comptons sur notre abnégation et nos sens de la responsabilité pour faire porter cette voie-là de la meilleure façon que possible et de faire surtout un suivi
sur son application. Docteur Diaby, on vous a entendu tout à l'heure répéter un mot qui est aujourd'hui identifié comme le slogan politique du régime en place. Vous avez parlé d'émergence. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous livrer? Écoutez, émergence, quand on regarde aujourd'hui la composition du monde, vous avez les pays développés, vous avez les pays sous-développés, et entre les deux, vous avez les pays dits émergents. Donc le mot émergence n'est pas un gros mot finalement, c'est simplement la vocation d'un État responsable de vouloir passer un état transitoire entre le sous-développement, donc ce qu'on qualifie habituellement de pays en voie de développement, jusqu'à un pays complètement développé. Donc ce n'est pas un gros mot, c'est une ambition qui est affichée. Je pense que cette ambition, elle doit être partagée par tous les Ivoiriens, quelles que soient les divergences politiques qu'on peut avoir. Tout Ivoirien doit pouvoir s'approprier le thème de l'émergence, parce que dire qu'on est émergent, c'est rêver être aujourd'hui comme la Chine, c'est rêver être aujourd'hui comme le Brésil, comme la Russie, comme l'Afrique du Sud. Et nous avons la capacité, les possibilités, les potentialités de l'être en fait. Donc rêvons l'émergence, agissons pour devenir émergents justement, parce que c'est en passant cette phase transitoire d'émergence qu'on pourra rêver le progrès et l'industrialisation, c'est-à-dire passer au stade de pays développés. Docteur Diaby, vous avez été observateur de la présidentielle ici en France avec toute une équipe bien huilée. Quels sont vos premiers constats au sortir de ce scrutin? Bien, fort heureusement, la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne a eu une accréditation, 2000 accréditations plus exactement, pour superviser en fait les bureaux de vote aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Pour ce qui est de l'Europe, nous avions une trentaine de membres de notre organisation qui ont été déployés dans les différents pays que j'ai cités tout à l'heure. Pour ce qui est de la France, puisque c'est là qu'on a la plus forte population d'Ivoiriens, on avait dans les bureaux de vote parisiens 10 personnes qui ont été en fait mobilisées pour observer le scrutin. Heureusement, fort heureusement, tous les bureaux de vote étaient réunis à un même endroit. Donc, ce qui nous a facilité la tâche, vu qu'il y avait 36 bureaux de vote, mais heureusement, tous réunis au même endroit. Donc, avec une dizaine de personnes, on arrivait largement à couvrir l'intégralité en fait du scrutin. Nous étions là dès l'ouverture, à 8 heures. On a fait noter quand même dans notre premier rapport qu'il y a eu un retard à l'ouverture. Donc, l'ouverture s'est faite autour de 8h30, les bureaux de vote ont ouvert. Ça a été rattrapé à la fin de la journée puisque la fermeture a été prolongée jusqu'à 20h, contrairement à ce qui était prévu initialement. Ce que nous avons observé sur tout le long de la journée, c'est que les élections se sont déroulées de façon apaisée. Et cet apaisement, nous avons contribué à cet appel, nous avons appelé pendant longtemps à ce que tous les acteurs politiques s'inscrivent en fait dans cette démarche en fait d'avoir un scrutin qui soit complètement apaisé. On se rappelle encore des souvenirs de 2010 où les votes à Paris ont été invalidés justement. Donc il ne fallait pas rentrer en fait, répéter en fait ce qui s'est passé en 2010. Scrutin complètement apaisé, le vote a été transparent, donc remplissant les standards internationaux avec des urnes qui étaient complètement transparentes, des isoloirs qui respectaient en fait la confidentialité requise en fait pour ce type de scrutin, et puis l'identification des votants qui aussi était bien adapté avec des systèmes d'identification et de contre-identification, de vérification, puisque vous deviez vous faire identifier de façon biométrique. Je tiens à signaler qu'il y a eu des cas de dysfonctionnement des tablettes numériques qui étaient à disposition justement pour les identifications. Ce sont des problèmes qui ont été réglés. Il est vrai que au démarrage, il y a eu de la lenteur dans le démarrage. Notamment, on a pu observer que avec l'arrivée tardive de certains membres de la CEI, on a reconnu certaines personnalités ou certains membres de partis politiques qui assuraient la sécurité à l'entrée. Ce sont des faits qu'on a tout de suite dénoncés. On a tout de suite dénoncé aux responsables de la CEI parce que ça peut porter une entrave en fait au bon déroulement du scrutin. On a aussi observé lors du dépouillement, il y a eu des débats à certains bureaux de vote sur la validation en fait de certains votes, en fait, certaines expressions avec des signatures ou bien des croix, etc. Donc voilà, il y a eu des débats qui ont été faits. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que tous ces cas qui ont été remontés au comité, à la commission électorale indépendante dont la représentation diplomatique en France était assurée par M. Koné-Tidiane, ont bien été prises en compte et que les mesures correctives ont été apportées immédiatement. Donc, ce que je retiens de ce scrutin,
c'est qu'il a été mené de façon transparente, de façon libre, parce qu'aucune personne n'a été contrainte à voter. Ceux qui ne voulaient pas voter n'ont pas été contraints à venir. Ceux qui sont venus voter n'ont pas été contraints à voter pour quelque candidat que ce soit. Et un fait important et qui était aussi à noter, c'est que dans tous les bureaux de vote parisiens, ce n'était pas le cas dans certains bureaux de vote, je l'avoue, en province, il y avait les représentants de 3 candidats au moins. Le candidat du RHDP, le candidat du FPI, et puis la candidate du RPCP, donc Henriette Lagou. Ça, c'était remarquable. Et je trouve que c'était courageux, notamment pour Henriette Lagou, d'avoir réussi à se faire représenter dans tous les bureaux de vote parisiens. Donc c'était vraiment remarquable. 36 bureaux de vote regroupés en un seul endroit, est-ce que selon vous, l'essai du président de la CEI était judicieux? Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a eu une certaine pagaille. Certains électeurs, après avoir voté, ne sortaient pas du tout du lieu de vote, ils restaient là et contrairement à ce que vous venez de dire, influençaient d'ailleurs certains électeurs en leur disant ce qu'ils avaient à faire, parce qu'il n'y avait plus de contrôle dans la salle, parce que tout le monde était là, c'était vraiment une foire aux empoignes. Alors, est-ce que vous avez estimé juste que le président de la CI ait réuni tous ses bureaux dans un seul endroit? Et puis, vous qui êtes observateur de cette élection, on a quelque chose aussi à vous reprocher. Certains de vos collaborateurs, on a vu certains de vos collaborateurs en train de distribuer de la nourriture aux scrutateurs. Alors, à quoi cela est dû? Bien, pour répondre à la première question, vous savez, quand on a vécu l'expérience de 2010, tout à l'heure j'ai noté que le fait d'avoir réuni tout le monde dans un seul lieu, ça a facilité le travail d'observation, d'observateur que nous avions, notre mission d'observation. Donc, bon, on ne va pas le faire dans cet intérêt-là. Mais ce que je veux dire, tout simplement, c'est que quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2010 et qu'il fallait déployer des agents de sécurité un peu partout, les forces de l'ordre un peu partout, dans plusieurs centres, à des endroits très éloignés, bien évidemment, l'idée de réunir à un même endroit pouvait effectivement être une solution pour pouvoir mieux canaliser en fait les risques d'affrontement. On peut le voir. Je pense que c'est plutôt ce volet, cet aspect positif qu'il faut regarder. Moi, j'ai pensé le risque d'avoir 36 bureaux de vote au même endroit. Moi, je l'interprétais plutôt comme est-ce que ce ne serait pas en fait un moyen ou bien en tout cas un risque vis-à-vis de la sécurité et la tenue du scrutin de façon apaisée. Mais le président de la CEI nous a démontré que non et que la sécurité était mieux garantie lorsque tous les bureaux de vote étaient réunis au même endroit. Mais ce que vous dites, c'est vrai que une fois que les gens finissent de voter et qu'ils ne sortent pas, sont des faits que, en tant qu'observateurs, nous n'avons pas constaté personnellement. On l'aurait constaté, bien évidemment, qu'on aurait fait savoir au président de la CEI, en tout cas à l'équipe de la CEI, c'est fait. Ce que je tiens à noter, c'est qu'à l'entrée du bureau de vote, pour nous qui étions observateurs, nos badges ou nos lettres d'accréditation nous étaient constamment réclamées. Donc, ce qui veut dire quelque part qu'il y avait du contrôle au niveau des accès. Peut-être qu'il fallait contrôler également à l'intérieur du bureau de vote. Mais ce que je veux dire, c'est une expérience. On a vécu l'expérience de 2010, on a l'expérience de 2015, donc on capitalise finalement en expérience, et je pense que en 2020, si dans la mesure où le scrutin s'est très bien déroulé cette année, on tirera des leçons de ce qui n'a pas marché et on améliorera les choses en 2020, je l'espère. Quant à la distribution des nourritures, je n'ai pas connaissance en fait, dans la mesure où, en tant qu'observateur, ça a été une de nos limitations, vu notre faiblesse en termes de budget. Au niveau de la CNOSI, nous n'avons pas prévu en fait de repas en fait pour nos observateurs. Donc, qu'il y en ait qui distribuent à des scrutateurs ou à d'autres personnes, ça je ne peux le commenter. La Côte d'Ivoire est allée à ces élections sans que la question de la réconciliation n'ait été résolue. Vous êtes un observateur, vous avez dû le noter vous-même. On a encore de nombreux prisonniers politiques proches du président Laurent Gbagbo qui sont toujours détenus en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le message que votre organisation lance à l'endroit du régime et surtout au prochain président qui va diriger la Côte d'Ivoire, parce qu'il est question désormais de réunir les enfants de la Côte d'Ivoire pour que la paix puisse être dans le cœur de tout le monde. Alors, la CNOSI, est-ce qu'elle a un message particulier pour le futur président le futur président qui va diriger la Côte d'Ivoire? Et c'est par ça que nous avons conclu cet entretien. Bien, vous savez,
La question de la réconciliation, elle a été traitée dès le début du mandat du président de la République. On a vu plusieurs milliers d'exilés en 2011 qui ont fait le chemin retour en Côte d'Ivoire. Il y a eu un certain nombre de prisonniers politiques qui ont également été libérés. Le président Laurent Gbagbo se retrouve encore à La Haye avec Charles Blé Goudé. Il y a encore des prisonniers politiques qui sont encore détenus dans les prisons en Côte d'Ivoire, des prisonniers aussi bien politiques que ceux qui sont emprisonnés ou en tout cas qui sont détenus pour d'autres formes de délits, notamment des délits économiques. Ce que je veux dire, c'est que pour ce deuxième mandat, et ça le président l'avait déjà entamé bien avant, c'est de poursuivre l'action au niveau de la réconciliation. C'est un fait indispensable. C'est indispensable dans la mesure où, et ça doit être la priorité en fait du prochain quinquennat. Cette priorité, en tant qu'acteur de la société civile, l'appel que nous avons lancé avant le début du scrutin, c'était que les prisonniers politiques doivent être libérés. Ils doivent être libérés, ça nous avons lancé cet appel avant la tenue du scrutin. Mais nous avons précisé et nous avons souhaité, et heureusement que nous avons été écoutés par M. Pascal Affi-N'Guessan, c'était de ne pas en faire un prérequis pour aller aux élections. Parce qu'il y a une date constitutionnelle qui est le 25 octobre qui existe et qu'il fallait respecter. Le président de la République a pris fonction au mois d'avril 2011, il n'a pas fait 5 ans. Mais il a tenu à ce que la date constitutionnelle soit respectée. Il fallait absolument que cette date constitutionnelle soit respectée. Effectivement, même si les prisonniers politiques n'ont pas été libérés entre-temps, ce qui est une revendication bien évidemment normale dans un état de droit, c'est une revendication bien évidemment normale, mais il fallait absolument participer à ce scrutin de façon à ce que toutes les sensibilités politiques puissent s'exprimer. Aujourd'hui, la réconciliation, ce n'est pas l'affaire d'avant 25 octobre 2015, ni d'après 25 octobre 2015. La réconciliation, c'est une affaire de tout le temps. Il faut maintenant poursuivre le processus de réconciliation là où il a été arrêté avant le 25 octobre, c'est-à-dire poursuivre les négociations pour que tous les prisonniers politiques soient libérés. Après, la justice, elle fera. Il y a le temps politique, il y a le temps de la justice, il faut rester dans le temps qu'il convient, de façon à ce que l'objectif qui est de libérer tous les prisonniers politiques soit atteint. Merci Dr Diaby Moussa Abdoul Kader. Je disais tantôt que Dr Abdoul Kader était le représentant Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Il était sur notre plateau pour échanger avec nous sur le scrutin du 25 octobre dernier, où son équipe, lui, était des observateurs au niveau de la France, ici, particulièrement. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau et à bientôt. Téléspectateurs d'Event News TV, on se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.